Salut à tous, épisode 2 avec la Deceuninck Quickstep. Nous sommes sur Pro Cycling Manager 2021. Donc ce nouveau jeu qui présente quelques petites différences avec ce qu'on avait pu observer dans les précédents opus. La Deceuninck Quickstep, une équipe avec laquelle il y a pas mal de choses à faire, et notamment via le mutant Julien Alaphilippe, bien sûr, mutant du jeu. On se doute bien que tôt ou tard, il se retrouvera confronté à Wout van Aert ou bien Mathieu Van Der Poel, et on s'en pourlèche déjà les babines quand on joue avec cette équipe. Le français Rémi Cavagna, qui lui propose une petite possibilité d'essayer de gagner quelques contre-la-montre, qui n'était pas forcément facile à gagner avec d'autres types d'équipes, parce que entre nous, pour battre l'Italien Ganna, ça va être vraiment tendu et peut-être même affini de Jumbo-Visma, peuvent être des clients assez sérieux. Une situation évidemment qui est claire autour de Alaphilippe pour moi, autour de Asgreen, autour de Remco. Voilà les trois personnages qui seront les héros probablement de cette carrière, avec en plus un petit coup de pouce du jeu qui fait que beaucoup se retrouvent sans contrat, ce qui fait qu'on va pouvoir assez rapidement façonner l'effectif comme on le souhaite. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut signaler? À part la victoire de Davide Ballerini sur Omloop, voilà, qui était celle-là était plutôt satisfaisante. C'était du Omloop 2013. J'avais accepté le variant proposé par le jeu. Pourquoi pas. Sinon, parlons-en. Il y a évidemment ces histoires d'objectifs, voilà, qui sont différents d'avant. Et le fait de pouvoir comme ça définir des objectifs pour les coureurs nous permet ensuite de placer des formes cibles et des coupures à des moments qui nous paraissent être opportuns. On verra bien si ça fonctionne ou si c'est du grand n'importe quoi par moment. Vous voyez ici par exemple Casper Asgreen. Vous voyez également notre ami Remco, on va quand même le montrer. Voilà, Remco qui ira sur Paris-Nice, tiens, on va en voir dans cet épisode, ainsi que sur le Giro, ainsi que sur la Vuelta, avec comme ça quelques équipiers qui lui seront dédiés. Ça, on peut par exemple le voir quand on va sur... J'aime bien cet écran-là, honnêtement, il me fait plaisir. Voilà, sur Giro, hop, on a une vue d'ensemble déjà de tous les mecs qui iront sur le Giro. Il faut quand même admettre quand les choses sont bien aussi. Donc, apparemment, on a voulu que les calculs soient rendus impossibles au jour près et au pourcentage près de forme. Mais écoute, j'en accepte bien volontiers l'augure. Vous voyez, pas de possibilité de régler ici la forme et la préparation des coureurs, ce qui fait que la courbe verte, elle est construite, mais de manière secrète. Voilà, secrète vis-à-vis du joueur humain. Après, je vous avoue quand même que ça me turlupine d'essayer de voir, sur la base de Pro Cycling Manager 2020, par exemple, sur quel type de préparation à l'aide des 100%, 75%, 50%, on pourrait se caler en observant cette courbe-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je le développerai un de ces jours, je pense. Voilà. Donc, ceci étant dit, on démarre tout de suite les hostilités avec Kuurne. On est avec une équipe belge. On a Kuurne-Bruxelles-Kuurne. C'est obligatoire. Alors la première chose avec Kuurne-Bruxelles-Kuurne, c'est que j'ai mis une équipe qui est assez proche de celle qui avait été alignée la veille du côté de Het Nieuwsblad. Et on va clairement jouer deux cartes. Je vais essayer en tout cas de jouer deux cartes. D'abord celle du mécontent Casper Asgreen. Mécontent car en disette. C'est-à-dire que, vous savez, dans le jeu, le moral est impacté lorsque le coureur n'a pas gagné récemment, on va dire. Surtout pour quelqu'un qui a le statut de Casper Asgreen. Bon, après, si on remet les choses dans leur contexte, à ce stade-là de l'année, il avait peut-être pas les mêmes ambitions. Mais bon, voilà, c'est pas grave. On va pas tout reprendre à l'envers. Donc Casper Asgreen aurait besoin d'une victoire. On verra si on est en mesure de la lui offrir ou pas. Et puis sinon, chose plus facile, c'est d'essayer de jouer plutôt pour Ballerini, bien sûr. Puisqu'on est quand même sur un profil de course où les monts pavés se situant plutôt vers le milieu de la course, il paraît un petit peu délicat de
d'ambitionner une quelconque façon de sortir, mais on essaiera quand même. J'ai essayé. Déjà, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe si on sort dans le vieux Quarmont avec Florian Sénéchal. L'avantage, et il faudra jouer avec ça, l'avantage de la Deceuninck Quick-Step. Alors on voit que par exemple il a été accompagné par Van Avermaet et Stuyven, mais pourquoi pas à la limite, moi je suis content. Hein. L'avantage d'une équipe comme celle-ci, c'est que on peut essayer de jouer par moment un peu dans l'esprit de Deceuninck Quick-Step, qui est bien souvent, attention il n'y arrive pas à chaque fois, mais quand même bien souvent c'est le cas, essayer d'être présent en fait sur les coups, hein, quand il y a un coup qui part sur une classique, il y a souvent un Deceuninck Quick-Step qui est de la partie, et donc avec non pas le meilleur, je le disais dans l'épisode 1, oui si à la Philippe sur les Ardennaises, oui on a le meilleur coureur au monde sur les Ardennaises, mais sinon sur des classiques flandriennes, on n'a pas le meilleur Flandrien au monde. On n'a pas Van Aert, on n'a pas Van der Poel. Et donc, à partir de là, il faut essayer plutôt de jouer l'effet du nombre. Et voilà, ce sera une des pistes que j'essaierai de développer dans les diverses courses qu'on rencontrera. Vous avez vu que j'ai tenté avec Sénéchal dans un premier temps, ça n'aboutissait pas. Il y avait une belle vigilance du peloton. Peloton qui a grand intérêt à ce que ça arrive au sprint. Quand j'ai tenté ensuite avec Asgreen, ça n'avait pas marché la première fois. Je vais retenter ici une deuxième fois, mais en fait nous n'avons pas de possibilité de surprendre l'adversaire. Et comme on ne les a pas épuisés non plus suffisamment, on n'est pas en capacité. Peut-être ici quand même avec une légère cassure, non. Ça va se reconstituer. Je pense que sur cette course, je n'ai pas joué comme il était opportun de le faire. J'ai trop cherché à créer les conditions d'une victoire solitaire pour Asgreen par exemple, et de ce fait je me suis un petit peu perdu, ce qui fait que regardez ce qui va se passer. C'est que au moment où je lance avec Ballerini, c'est un petit peu trop tard en vertu du virage qui a précédé. Donc c'est un petit peu trop tard pour Ballerini, et du coup on est légèrement battu par Pascal Ackermann et Alexander Kristoff. Donc c'est une expérience intéressante. Déjà donc il y a ici une critique, c'est la mauvaise gestion du virage de ma part. Il fallait lancer plus tôt Ballerini, et surtout il fallait essayer plutôt de choisir une tactique et de s'y tenir. Et là en l'occurrence en voulant jouer sur deux tableaux, je me suis retrouvé le bec dans l'eau. Voilà. On notera, et on va passer au Strade Bianche évidemment quelques jours plus tard, on notera une chose, c'est qu'il n'y avait pas de zone de vent prévue par le variant éventuellement créé par les développeurs. Pas de zone de vent sur Kuurne, mais de ce côté-là, nous allons être servis dans ce qui suivra, notamment Paris-Nice, où il y aura deux premières étapes assez excitantes à ce niveau-là. Strade Bianche. Alors, là, on a quand même un petit souci sur les Strade Bianche. Je vous avoue que j'ai passé 3-4 heures mercredi dernier à essayer d'inscrire coûte que coûte le team Ineos, Jumbo Visma, faire en sorte que Mathieu Van Der Poel soit là éventuellement avec Corendon Alpecin, faire en sorte que Lotto Soudal soit aussi de la partie. Eh bien, pour diverses raisons, rien n'a abouti. C'était... Bon, je ne vais pas m'étendre trop sur le pourquoi du comment, je sais à peu près pourquoi, mais simplement, il y a quand même un truc qui est défaillant dans le jeu, c'est que vous n'avez pas la présence de toutes les World Team, de World Tour Team sur les Strade Bianche. Allez, je lance une idée comme ça, il serait peut-être temps que ça change. Voilà, c'est juste à mentionner en passant. Il serait peut-être temps qu'on n'ait pas besoin de sans cesse faire des pauses dans nos carrières pour bidouiller et sauver des choses, sauver finalement des situations auxquelles on ne devrait même pas assister en fait. Parce que du coup ça nuit à l'expérience de jeu, parce que au lieu de me retrouver dans une bataille forcément épique avec Van Aert, avec Van der Poel, avec Van
avec les plus grands hommes présents ces dernières années sur l'Estrade Bianche, et donc il pourrait opposer vraiment quelque chose d'intéressant à Julien Alaphilippe. On se retrouve avec une course où les plus grosses menaces peut-être sont Alberto Bettiol ou bien Alexander Kristoff. C'est un petit peu en deçà de ce qu'on aurait pu espérer. Vous voyez qu'en plus j'ai choisi de rouler en fait, mais modérément. J'ai choisi de rouler depuis pas mal de temps. Il y a déjà des gros dégâts qui se font. On aperçoit ici Davide Formolo qui n'a pas été gâté par la database. J'ai roulé très longtemps. Alors c'est vrai, en plus, énorme avantage quand on joue avec Deceuninck Quick-Step, c'est qu'on a des véritables tracteurs dans cette équipe. C'est vrai que là, vous voyez mon équipe qui ira sur Tirreno également. Pour ça que le pauvre petit Sam Bennett se retrouve malgré lui sur l'Estrade Bianche. J'ai fait quasiment du copier-coller sur mes planifications, mis tous les mecs de Tirreno sur l'Estrade Bianche, et donc évidemment Sam Bennett est là pour un rôle d'équipier. Tout le monde, dans ma philosophie là d'équipe, tout le monde doit être l'équipier un jour ou l'autre. Voilà, c'est ce que j'aime bien. C'est ce qu'on observe quand même assez souvent chez Deceuninck Quick-Step. Il y a une espèce d'état d'esprit où l'équipier d'un jour sera peut-être le leader du lendemain. Et donc c'est à ce titre-là que j'ai maintenu la présence de Sam Bennett, qui a quand même bien vite explosé, tout comme Michael Morkov. Le pauvre Van Sevenant a été très très impacté finalement par les pavés de difficulté 1 que l'on retrouve sur ce variant. Van Sevenant n'a absolument pas supporté, mais depuis bien longtemps, l'écrémage du peloton, notamment dû à ces secteurs de gravier qui sont, encore une fois, vous le voyez en haut à droite, qualifiés de pavés de difficulté 1. Et nous, en fait, il faut qu'on fasse quand même un petit peu attention sur cette partie-là de la course. Il reste encore plus de 40 km, il n'y a pas peut-être besoin de trop s'affoler, mais faut quand même faire un petit peu attention à ce qui se passe devant, puisque vous l'avez vu passer, là c'est Aranburu qui est en poursuite de Kristoff et de Alberto Bettiol. Il y a eu comme ça des départs, et une grosse tentative comme ça d'attaque, et c'était assez dangereux. Regardez, on a dépassé la minute à ce stade-là, c'est assez intéressant, et moi ça m'oblige vraiment à m'employer. Alors là, après le formidable travail de Tim De Klerk, Tim De Klerk, j'ai pas de mots pour le qualifier tellement il est phénoménal. C'est Yves Lampart qui va s'occuper d'essayer de maintenir déjà dans un premier temps un écart raisonnable, et puis après on essaiera de libérer la bête, après que peut-être Kasper Asgreen ait également fait son job. Je le garde le plus longtemps possible, et puis après voilà, vous voyez, je le passe en deuxième position. Quand Lampart va se relever, ce sera évidemment Kasper Asgreen qui va devoir mettre sur orbite Julien Alaphilippe, puisque devant ils se sont quand même construit une jolie avance, notamment les deux hommes qui sont en tête, donc Kristoff et Bettiol, et à ce stade-là on pourrait presque commencer à avoir des doutes sur le fait qu'on arrivera à les reprendre ou pas. Donc le Tolf, on connaît, voilà, terminé ici. Donc c'était le dernier secteur de gravillon pour aujourd'hui, et je choisis de partir avec Julien Alaphilippe pour essayer de dépasser Aranburu par exemple, et puis surtout d'essayer de rejoindre Alexander Kristoff et Alberto Bettiol. Donc on peut se dire, oui, tu pars d'un petit peu loin, ça semblait relativement compromis. Il faut savoir que les différences se font assez rapidement tout de même, et les écarts affichés, ne sont pas non plus impossibles à reprendre. Vous voyez, par exemple ici, les hommes de tête finalement avaient peut-être trop consommé, ils s'étaient trop consommés pour constituer cette échappée, et au moment où Julien Alaphilippe rejoint Alberto Bettiol, il le laisse sur place et a priori devrait s'envoler vers la victoire en solitaire. Donc oui, tiens, je déplorerai également l'absence, ça m'y fait penser, l'absence de Fuglsang également, l'absence de Lutsenko. Enfin, on a de l'adversité en moins, et on ne peut que le regretter. Absence de Tish Benoît, voyons.
absence de Romain Bardet. Bon, c'est dommage. Vous voyez, cette carte, elle est bien fichue parce qu'il y a le petit virage à gauche, là, pour la montée de la Via Santa Catarina, qui du coup, je retrouve un petit peu courte, c'est la modélisation. Il y a forcément un facteur d'échelle. Ensuite, c'est les petits virages qui, eux, ont par contre, du coup, été bien respectés. C'est magnifiquement tracé. Bravo à la conception de cette carte-là. Je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble qu'il s'agit de Stylus. Et on sait qu'il fait toujours un boulot hyper appréciable. Voilà, donc Julien Alaphilippe s'impose, mais même s'il y a eu une forme de suspense à un moment donné, j'ai presque envie de dire un peu sans émotion, et ce serait quand même très 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 appréciable qu'on en termine avec ces bugs-là. Alors vous inquiétez pas, pour la saison suivante, je sais exactement ce que j'ai à faire, et je sais que ça marchera. Mais là, j'étais le 28 février après Kurn, et j'ai attendu un petit peu trop longtemps en fait pour faire mes petites modifications. Voilà. Mais ce sera réglé par la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jean-Philippe a quelques victoires jusque-là. Le moral est donc au beau fixe. On le retrouvera sur Tirreno. Je proposerai du Tirreno, non pas dans cet épisode, mais dans le prochain. Donc, on laisse un petit peu l'équipe qui est en Italie. On la laisse évoluer. Et on s'intéresse maintenant à, on va dire, l'autre partie de l'équipe qui est sur le pont, c'est-à-dire l'équipe constituée autour de Remco Evenepoel, avec le formidable Jean Almeida. C'est un petit peu un crève-cœur pour moi que d'accepter de m'en séparer, puisqu'on sait que dans la réalité, le torchon brûle entre l'agent d'Almeida et Lefebvre. Donc pour ce qui est de la renégociation, on a bien compris depuis quelque temps que c'est mort. Et donc voilà, hein, ça, c'est une petite parenthèse pour la suite. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que le plateau de sprinter est très joli, avec Groenewegen, avec Caleb Ewan, notamment, avec des coureurs sympas. Et il y aura également Tadej Pogačar, il peut y avoir Emmanuel Buchmann, on aura Stuyven. Bon, ok, Stuyven peut se mêler à une arrivée sur le plat. Puis il y a surtout, enfin, venons-y, les zones de vent, vous les apercevez. Il y a 2 zones de vent sur cette première étape de Paris-Nice. Les zones de vent, donc, je vais vous dire ma manière de les percevoir sur le jeu, d'accord? Je vais peut-être me tromper je vais peut-être pas être exhaustif, vous voyez. Je vais peut-être oublier de signaler des choses, mais je vais vous dire quelle est ma perception. On pourra échanger en commentaire et volontiers moduler mes ressentis ou les adapter en fonction de ce que certains me signaleraient éventuellement. Pour moi, les zones de vent sur Pro Cycling Manager 21, déjà, elles sont implémentées dans des variants. Vous voyez, ici, ça casse, en fait. Ici, ça casse, logique. Ça casse à cause du vent. Elles sont implémentées dans des variants, ce qui veut dire que, par exemple, si aléatoirement, avec votre database, vous switchez sur un Paris-Nice 2013 qui n'a pas été retouché pour votre saison 2, en quelque sorte, à mon avis, il y a de fortes chances pour que, à part si vraiment tout a été repris par des gens de la communauté pour mettre des zones de vent dans beaucoup de variants, vous n'aurez plus de zone de vent en vérité. Et en quoi est-ce qu'elle consiste? Elle consiste, je dirais, essentiellement en apparition, renforcement si vous voulez du vent. À peine vous rentrez dans la zone de vent. Là par exemple on était, pour l'essentiel de l'étape, on était à 20 km/h de vent. Et dès lors que vous rentrez dans la zone de vent, c'est du 40 km/h. Voire même 45. Et c'est vrai que les ravages sont assez faramineux. Hein. Ça fait des ravages, ces zones de vent, c'est assez intéressant. Mine de rien, à jouer, c'est assez sympa. Il faut quand même le dire. C'est assez sympa, mais ça oblige aussi à faire des choix, et notamment à être peut-être aussi raisonnable et pas se faire péter tout seul non plus, parce qu'on chercherait à trop faire lâcher les autres, vous voyez. Donc là, c'est sûr qu'il y a du ménage qui a été fait sur cette étape 1. Après, est-ce que les principaux sprinters sont lâchés? Non. Est-ce que les principaux leaders pour le général
ont pris cher. Pour plusieurs d'entre eux, non, ils résistent très très bien, notamment Tadej Pogačar. Donc moi, vous voyez, j'ai fait l'effort plutôt sur le deuxième secteur devant. Et après, donc, pour en terminer avec ma perception des zones de vent sur ce jeu, ce que je me demande, c'est s'il y a une forme de codage dans la programmation du déroulement des courses pour faciliter les cassures, je dirais, sur ces zones-là. Voilà. Moi, ça c'est un point d'interrogation. Je ne peux pas l'affirmer, mais je ne peux pas non plus l'infirmer à ce stade-là. Wait and see, comme dirait l'autre. Donc ça, c'est pour les zones de vent. En tout cas, l'expérience de jeu est fort sympathique. Je vous avoue que j'avais une petite appréhension après avoir joué en multi avec quelques amis hier soir par rapport au moment où je parle. C'est que sur les zones de vent en multi, on avait vu que ça pétait mais grave et qu'il y avait des dommages considérables qui étaient faits. Bon, du coup, ça m'a donné une appréhension. Je me suis dit, mais mince, au fond, si le joueur humain en profite trop, ça veut dire qu'il va mettre, je sais pas moi, sur une étape du Tour de France, il va mettre Pogačar à 5 minutes sur une étape, et puis ça va foutre en l'air complètement le classement général, et ça va rendre finalement le jeu plus très amusant si les choses se passent trop facilement. Mais écoutez, déjà, soit j'ai très mal joué les zones de vent sur cette étape, ce qui est possible, honnêtement, soit tout simplement ça n'est pas cheaté, et à ce moment-là, en tout cas moi tout ce que je peux vous dire c'est que c'était assez correct la manière dont les choses se sont passées. J'avais fait le choix d'essayer donc de lâcher du monde, c'est Kesbol qui ramasse la victoire d'étape. J'avais sacrifié très rapidement Davide Ballerini en fait, qui me paraissait pas je voulais tenter autre chose en fait sur cette étape-là. Je voulais essayer d'éliminer un max de monde en essayant d'accélérer, notamment en utilisant mon arme de destruction massive Rémi Cavagna. Ça a marché en un sens, parce qu'on est arrivé, on était environ 25 et les autres prennent très très cher au général, mais ça n'a pas marché. Par contre, on peut pas gagner sur tous les plans, et en l'occurrence j'y ai perdu la victoire d'étape potentielle. Mais par contre, c'est vrai qu'on a fait du ménage. Ouais, quand on descend un petit peu sur le classement de l'étape, on va se rendre compte que vous avez 26 mecs qui sont dans les 37 premières secondes du général, et puis après, tout le monde a pris au moins 3 minutes derrière, quoi. Donc, ça va. Il y a eu quand même des dégâts assez considérables. Encore une fois, j'ai trouvé que c'était assez cool à jouer. Et on a encore une petite zone de vent, vous voyez, sur la fin de l'étape 2 de ce Paris-Nice. Donc à partir de là, c'est posé à moi la question, alors est-ce que tu cherches cette fois-ci à gagner l'étape, ou est-ce que tu cherches de nouveau à faire péter certains mecs? Et comme la zone de vent ne m'a pas paru prédominante, vous voyez par exemple sur Gant-Wevelgem, elle est beaucoup plus importante, la zone de vent, donc là elle est pas hyper longue. Du coup je me suis dit, oui, tu accélères, bien sûr, tu aurais essayé de jouer le coup à fond, provoquer quelques petites éliminations, mais on va surtout garder au chaud cette fois-ci Ballerini pour essayer de voir si éventuellement il pourrait pas nous gagner l'étape au sprint. Voilà. Pour ça, il y a Ballerini sur Paris-Nice, et il y a Sam Bennett sur Tirreno, avec évidemment pour les deux la mission d'essayer de gagner au sprint. Du coup, moi, le fait de disposer comme ça de sprinters, ce que j'ai pas toujours forcément dans mes carrières, ça me force à essayer d'être sérieux dans la préparation des sprints. Vous voyez ici, dans la zone devant, quand même, il y a des petits dégâts. Alors les pauvres échappés vont se faire reprendre, parce que pas grand monde peut résister à un peloton comme ça. Enfin, un peloton qui va bien s'effilocher sous l'impulsion ici. Je fais beaucoup Zdeněk Stybar dans un premier temps. Et puis ensuite, j'ai essayé de garder quand même Sénéchal pour lancer Ballerini. J'ai pas voulu hypothéquer les chances de général d'Evenepoel, ni même dans une certaine mesure d'Almeida, ce qui me laissait peu de latitude au final, une fois que Masnada avait donné tout ce qu'il pouvait, mais ça n'était pas son terrain. Stybar a fait le taf, et après c'est Cavagna qui se retrouve à devoir
rouler jusqu'au bout, on va dire. Voilà. C'est-à-dire, on va moduler un petit peu la barre d'intensité pour s'arranger, pour s'arranger de telle sorte que Sénéchal puisse aller quoi. C'est tournoyant, cette fin d'étape, elle tournicote, il y a des virages à 2,5-3 bandes de l'arrivée, lancer Sénéchal et derrière ne pas trop tarder à lancer Ballerini. Voilà un petit peu le scénario envisagé. Vous voyez, ça a un petit peu sauté quand même, il n'y a plus que 80 coureurs environ dans le groupe maillot jaune, et Cavagna est vraiment une arme de destruction massive, hein. Le mec il peut rouler mais hyper longtemps, hyper fort. Limite quand je le mets à 85, j'ai remarqué, c'est rigolo, quand je le mets à 85 sur le plat de barre d'effort, le type récupère de la barre rouge. C'est pour vous dire le niveau au niveau de rouleur. Allez, on aimerait quand même bien ne pas être ridicule 2 fois d'affilée, parce qu'on a un petit statut à assumer tout de même du côté de cette équipe-là. Voilà, c'est fait. Ballerini s'impose très nettement sur cette étape 2, et ça s'est joué au sprint. Voilà, ça s'est joué au sprint. On a été sérieux dans la manière de le préparer, et on a été récompensé, Evenepoel pour sa part étant calé dans la roue de Pogačar en vue de uniquement assurer un temps identique. Voilà, c'est tout ce qui m'intéressait. Donc très très bon travail d'équipe. C'est certainement pas la dernière fois, mais c'est vrai, voilà, profiter un petit peu de la qualité de l'équipe pour essayer d'emmener le sprinter du jour à la victoire. Le record sur ces dernières années de victoires en une année, dans la réalité, c'est 72 victoires en 2018 pour De Koning Quick-Step. J'espère que je dis pas une bêtise, mais je crois que c'est vraiment ça. 72 me semble-t-il. Donc à partir de là, tout ce qui sera au-dessus de 72 sera bon. On verra bien. Le contre-la-montre de Gien à l'étape 3 est un champ de jeu idéal pour essayer de se tester encore sur les contre-la-montre, puisqu'on sait que là aussi le jeu nous a proposé une nouveauté cette année avec l'apparition de cette barre rouge. Auparavant nous avions on va dire une barre montante de droite à gauche, noire et blanche, qui représentait finalement la distance accomplie, je suis désolé. Et puis la barre jaune, il fallait la gérer pour pas qu'elle disparaisse trop vite en fonction de l'apparition de la barre blanche et noire. Mais là c'est un petit peu différent, puisque vous avez cette barre rouge qui pour moi est un bonus à utiliser dans des endroits ciblés, tout en sachant que vous ne perdez pas de barre rouge si vous êtes à 85 de barre d'intensité, voire ou moins. Voilà. Jusqu'à 85, vous ne perdez rien. En revanche, au-dessus de 85, oui, on la perd de plus en plus rapidement, évidemment, à mesure qu'on intensifie l'effort. Donc, la prestation de Cavagna n'est pas dégoûtante, mais elle ne suffit pas. Pourtant, j'avais la forme du jour idéal. Enfin bref, tout se passait génialement bien, mais Søren Kragh Andersen et Rohan Dennis sont au-dessus de Cavagna sur cette course-là. Almeida n'a pas fait un mauvais temps, mais en tout cas, tous nos espoirs maintenant reposent sur Remco Evenepoel. Vous voyez, j'ai essayé de consommer un petit peu dans les mini pourcentages là de tout début d'étape de la barre rouge, tout en me disant ensuite stabilise. Tu stabilises à 85 et à la toute fin, puisque ça remonte légèrement, et on essaiera de gérer le surplus de barre rouge pour essayer d'optimiser la perf tout simplement. Voilà. Donc Remco est chargé de nous faire tout ça. Voilà, l'intermédiaire n'était pas pourri, et on va voir un petit peu ce que peut donner le classement final, le temps final de Evenepoel là-dessus. Voilà,
Voilà, vous voyez, j'essaie de gérer ma barre rouge. Elle ne descend pas hein, à 85. On va ensuite monter, vous voyez, dans les derniers kilomètres. Attends, je ne l'ai pas encore fait ici. Voilà, je vais monter assez considérablement sur la toute fin pour essayer de bouffer toute la barre rouge, quoi, à tout prix. Hein. Et le temps de Remco n'est pas dégoûtant, mais il ne s'imposera pas. Et d'ailleurs, entre-temps, quelqu'un d'autre a pris le meilleur temps, c'est Stefan Kung qui, voilà, ici, va avoir la victoire d'étape carrément devant Kragh Andersen, devant Rohan Dennis. Voilà, donc intéressant contre la montre. On s'aperçoit que certains se sont bien comportés et c'est normal. Puis il y a peut-être quelques mini surprises comme peut-être Jack Bauer, on peut se permettre surtout Tao Gegenhardt quand même qui fait, en vertu de ses notes, franchement il fait une super perf quoi. Donc voilà, intéressant. Je n'ai rien remarqué de spécialement bizarroïde. J'accepte totalement le fait de perdre, peu importe en fait. Et par contre, j'ai envie de progresser toujours pour améliorer l'utilisation de cette barre rouge, essayer de l'optimiser. Voilà. Et dernière étape que je vous propose dans cette vidéo, toujours sur ce Paris-Nice, c'est cette étape 4 avec cette arrivée à Chirouble. Alors souvenez-vous, elle était assez intéressante. Roglic avait vraiment tapé un énorme coup ce jour-là, à tel point qu'on se demandait un petit peu comment Primož Roglic pouvait être inquiété sur Paris-Nice 2021. Non, Primož Roglic n'est pas présent. Le team Jumbo-Visma est venu un peu pour jouer uniquement les étapes pour Groenewegen quand c'était possible. En revanche, on a la présence de Pogačar et donc je pense qu'on aura sûrement Roglic sur Tirreno. En tout cas, c'est ce qui se profile à l'horizon, ainsi que Van Aert, très probablement. Oui, Van Aert est sur Tirreno également. Voilà, donc l'équipe de Jumbo-Visma sont ainsi répartis, ce qui nous fait peut-être un caillou de moins dans la chaussure, mais bon, il y a quand même Tadej Pogačar, et là-dessus, méfions-nous du 84 en montagne et du 82 en vallon à ce stade-là déjà de la partie. On a des arguments, hein. Honnêtement, je me sens pas à poil face à ce mutant. Je me sens pas du tout à poil, mais quand même, il va falloir essayer de jouer le coup, peut-être un peu finement, en utilisant peut-être des protections, etc. On va essayer de se tirer de là sans problème et de pas perdre de temps, en tout cas sur Pogačar, sur cette étape-là. Il faudrait pas en perdre non plus sur l'étape 7. Et si ces deux conditions sont remplies, on pourrait peut-être viser assez haut sur ce Paris-Nice avec mon leader qui est clairement Remco Evenepoel. Hein. J'évoquais tout à l'heure le fait que dans la réalité Almeida avait rencontré de profonds désaccords pour une éventuelle prolongation de son contrat chez Deceuninck Quick-Step. Il est donc acté que Almeida ne sera plus chez Deceuninck Quick-Step l'an prochain. Je le laisserai donc partir, je ne proposerai pas de nouveau contrat, à grand regret, parce que je trouve que c'est une pépite. Et lui, par exemple, il est assez jeune, hein. Il a déjà progressé en fait dans cette saison. Il est déjà maintenant à 81 en montagne. Bon, certes 77 en vallon, mais c'est pas très grave. Il y a aussi des notes de CLM qui sont juste ébouriffantes. Bon, ça a cassé, hein, évidemment. Hein. Une étape difficile, hein, avec ces successions de difficultés, forcément. On a pas mal de gens qui sont éliminés à la toute fin de cette course. Donc, ce que je vous dis juste avant sur Almeida, c'était pour justifier le fait que il sera équipier hein, de Remco. Et a priori, je ne compte pas sur ce Paris-Nice jouer la carte d'Almeida. À la limite, Almeida, il pourrait avoir sa chance en Catalogne. Voilà. Là, ce serait un terrain qui serait vraiment pour lui. Donc je verrai si je vous le propose ou si à ce moment-là j'ai vraiment envie d'avancer et je joue seulement les Flandriennes. Je sais pas encore ce que je ferai après Milan-San Remo dans le détail, parce que je vous avoue que l'envie d'avancer est très très forte. Et pourquoi j'ai envie d'avancer ?
C'est parce que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur la viabilité de la partie. Voilà. Est-ce que cette partie va demeurer intéressante ou est-ce qu'elle va être complètement détruite par un bug IA, par exemple, sur la préparation des coureurs? Certains m'ont parlé d'un bug déjà sur les championnats d'Europe et les championnats du monde. Mais ouais, voilà, c'est dommage, quoi. C'est dommage, on verra. Quand on y sera, on le verra bien, mais ça se trouve, ça aurait été patché d'ici à ce que je le joue. Mais voilà, il y a quand même un certain nombre de petits bugs. Vous voyez, ici, je choisis une stratégie plutôt agressive avec Evenepoel. C'est-à-dire qu'en fait, on a très très clairement sacrifié Masnada pour protéger Evenepoel dans le début de l'ascension. Et puis ensuite, Almeida prend les choses un petit peu en main et va essayer d'emmener Remco, on va dire, loin des autres favoris. Essayer de faire attention aussi, regardez-moi ça. Il y a Caruso qui en place une très très jolie comme ça à la fin. Je suis étonné que ça ne soit pas venu de Pogačar en fait, l'attaque. Mais il était peut-être mal positionné, il a peut-être subi quelques blocs dans la montée, ce qui a fait qu'il a un petit peu perdu des places dans le peloton. Et en tout cas, ce qui se passe est quand même sans appel. Honnêtement, je ne m'attendais pas à cela. Victoire de Remco Evenepoel au sommet, entre guillemets. Hein. Au sommet, il y a cette victoire de Remco qui, honnêtement, nous donne de vraies chances pour la suite. Vous voyez, il y a des gens qui ont pris cher. Même Pogačar, il a perdu 35 secondes, je crois, environ. Et derrière, on en a d'autres aussi. On apercevra très furtivement, voilà, Manu Bourkman, qui a aussi... Bon, alors lui, il a pris carrément presque 2 minutes sur Evenepoel. Donc, voilà. Ça se passe pas si mal, ce Paris-Nice. On va dire que le contre-la-montre était honnête et que l'étape 4 nous donne un petit avantage à ce stade-là. De combien est-il cet avantage? Écoutez, on va le voir de suite en allant cliquer au bon endroit. Evenepoel, 11 secondes sur Caruso. Bilbao en embuscade, attention, Gaudu à ne pas mésestimer. Et il y a quand même 44 secondes d'écart avec Tadej Pogačar, ce qui signifie quand même que ça sent plutôt bon. Voilà. Je continuerai tout ça, je vous le proposerai à l'épisode 3. On va essayer d'avoir un rythme correct de vidéo, ainsi que toutes ces petites évolutions, ces petites découvertes, enfin, suite de découvertes, pour être précis, des spécificités de ce jeu, qui finalement recèle un certain nombre de nouveautés, et ça prendra un petit peu de temps pour pouvoir en parler sereinement. Voilà. À plus.